Je sirotais mon café à mon bureau quand la première photo du mariage est apparue sur Instagram, des roses blanches, des nappes en soie, une légende qui disait « J'ai hâte pour le grand jour de Sophie et Ethan ». Au début, j'ai souri. C'était le mariage de ma petite sœur, après tout. Mais ce sourire s'est figé quand j'ai fait défiler la page. Il y avait une liste complète d'invités identifiés sous la photo, des cousins, des amis de l'université, même notre ancienne babysitter. J'ai fait défiler une fois, 2 fois, cherchant mon propre nom. Il n'y était pas. J'ai vérifié à nouveau, certaine que c'était une erreur, mais la vérité était simple et tranchante, tout le monde avait été invité. Tout le monde sauf moi. J'ai appelé maman. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix tendue comme si elle avait attendu ce moment. « Claire, ma chérie, s'il te plaît. C'est le jour de Sophie. Ne ramène pas tout à toi. » J'ai ri, d'un rire cassant qui s'est brisé à mi-chemin. À propos de moi, ai-je murmuré, mais elle avait déjà commencé à parler des fleuristes et des plans de table, comme si ma question n'existait pas. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je n'étais pas seulement exclu du mariage de ma sœur, j'étais en train d'être effacé de ma propre famille. La pluie a commencé 1 heure plus tard, fine et persistante contre les fenêtres de Portland. Je fixais le crachin, essayant de prétendre que cela ne me dérangeait pas. J'avais appris à être la personne raisonnable il y a des années, la fille qui ne faisait pas de scène, qui ne demandait pas pourquoi Sophie obtenait tout en premier. Pourtant, ma poitrine me brûlait. On pourrait penser qu'à 34 ans, le rejet ne piquerait pas comme ça, mais le rejet familial a un impact différent. C'est comme si on vous disait que vos souvenirs n'ont plus cours. À l'heure du déjeuner, je faisais encore défiler des photos, Sophie rayonnante dans une robe en dentelle lors de son dernier essayage, maman postant des émojis en forme de cœur comme des confettis, papa commentant « notre petite fille ». J'ai zoomé sur ces mots. Notre petite fille. Il n'avait rien écrit sous ma publication de promotion il y a 3 semaines, lorsque mon cabinet m'avait annoncé comme chef de projet pour une restauration en centre-ville, mais pour Sophie, il a réussi à écrire un paragraphe. Typique. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en silence. La ville était lavée par la pluie, les phares s'étalant sur l'asphalte mouillé. Mon téléphone a vibré avec un message de groupe de la discussion familiale des Donovan. J'ai hésité avant de l'ouvrir. C'était là, Sophie dans sa robe de mariée, debout sous une guirlande de lumière, avec la légende « Je n'arrive pas à croire que ça arrive enfin ». Sophie et Ethan pour toujours. Maman a répondu avec des cœurs. Papa a envoyé un emoji champagne. Personne n'a remarqué que je n'avais pas dit un mot. J'ai tapé et effacé 3 réponses différentes avant de quitter complètement la discussion. Je ne pouvais pas rester là à les regarder célébrer un événement auquel je n'étais pas digne d'assister. Mon appartement semblait plus froid que d'habitude quand je suis rentré. J'ai versé du vin, me suis enroulé sur le canapé et j'ai fixé le plafond. C'est peut-être un malentendu, me suis-je dit. Peut-être qu'une invitation s'est perdue dans le courrier. Les familles font des erreurs, non? À minuit, je savais que ce n'était pas un accident. Mon téléphone a de nouveau vibré, un message de maman. Ne le prends pas personnellement, ma chérie. Sophie voulait que ce soit en petit comité. Tu sais comment vous pouvez être, toutes les deux. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir, le cœur battant. Comment nous pouvons être? Comme si j'étais un problème à gérer. Elle donnait l'impression que ma présence contaminerait les photographies. Je me suis adossé au canapé et j'ai fermé les yeux. Chaque souvenir que j'avais jamais gardé de ma famille me semblait soudain différent, les couleurs s'étaient estompées. Les anniversaires que j'avais organisés quand maman oubliait, les chèques de loyer que j'avais aidé Sophie à payer après sa rupture, les fois où j'avais tout laissé tomber parce que quelqu'un avait besoin de moi. Apparemment, rien de tout cela ne comptait maintenant qu'ils avaient quelque chose digne d'être publié. Le lendemain matin, j'ai traversé la ville pour me rendre à l'ancienne maison des Donovan sur Hawthorne Boulevard. L'air sentait le pain humide et la nostalgie. Depuis le trottoir, la maison avait presque la même apparence que lorsque je l'avais quittée, un revêtement jaune pâle, un jardin envahi de roses, la lumière du porche toujours allumée trop tôt dans la journée. À l'intérieur, maman remuait de la soupe, faisant semblant de ne pas être surprise quand je suis entré. Claire! Quelle surprise! Elle s'est essuyée les mains sur une serviette, jetant un coup d'œil vers la salle à manger où des menus imprimés et des rubans étaient étalés sur la table. Nous sommes en train de finaliser les derniers détails du mariage. Tu aurais dû appeler avant. J'ai essayé, ai-je dit doucement. Tu n'as pas répondu.
Elle a soupiré. Oh, ma chérie, je ne veux aucune tension avant le grand jour. Tu sais à quel point Sophie est sensible. Sensible. Encore ce mot. Le bouclier que Sophie avait porté toute sa vie. Je me souviens, à 10 ans, l'avoir vue renverser du jus sur les papiers d'impôt de papa, pleurant jusqu'à ce que j'endosse la responsabilité. Je me souviens de sa remise de diplôme au lycée, quand elle avait oublié de postuler pour des bourses et que maman m'avait convaincu de lui donner la moitié des miennes. Juste pour cette fois. Chaque famille a une Sophie, la préférée, celle autour de laquelle on est censé graviter. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé, à propos des invitations. Maman a évité mon regard. Tu as été si occupée, ma chérie. Ton emploi du temps, les voyages. Je ne voulais pas te mettre la pression. Me mettre la pression? J'ai ri. Vous ne vouliez pas de moi là-bas. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas vrai. Mais nous savons toutes les deux que toi et ta sœur ne vous êtes pas vraiment entendus. J'ai fait un pas de plus. Tu veux dire depuis qu'elle a utilisé mon nom pour ouvrir un studio qu'elle n'a jamais payé. Ne ravivons pas de vieilles blessures. Elle a redressé une pile de menus comme si la conversation était un dossier qu'elle pouvait classer. C'est censé être une occasion heureuse. Pour qui, ai-je demandé. Elle n'a rien dit. Le seul son était la cuillère qui cliquetait contre la marmite. Papa est entré du garage, sentant le cèdre et la sciure de bois. Claire, content de te voir. Il a hésité en voyant mon visage. Tout va bien? J'ai attendu qu'il en dise plus, un signe qu'il n'était pas d'accord avec maman, mais il a juste passé un bras autour de ses épaules. Ne rendons pas cette journée difficile. J'ai hoché la tête lentement. Compris. Je ne voudrais pas gâcher les photos. La bouche de maman s'est ouverte, mais j'attrapais déjà mon manteau. Si Sophie veut un mariage parfait, ai-je dit, elle peut l'avoir sans moi. Dehors, le ciel s'était éclairci, brillant et cruellement bleu. Je suis resté assise dans ma voiture, les mains agrippant le volant jusqu'à ce que la tension s'estompe. Je ne pleurais pas. J'avais dépassé ce stade. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, de plus net, la clarté. Sur le chemin du retour vers le centre-ville, mon téléphone a vibré de notifications. Ma cousine Laura publiait « J'ai hâte pour le mariage de l'année ». Ma tante partageait la vidéo de fiançailles de Sophie avec la légende « Si fière de nos filles ». J'ai failli rire. Nos filles, apparemment, signifiaient tout le monde sauf celles qui avaient remboursé leur hypothèque quand papa avait perdu son emploi. Je suis arrivé à mon appartement, me suis garé dans le garage et suis resté assise en silence jusqu'à ce que mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, ce n'était pas la famille. C'était mon amie, Jenna, qui travaillait à temps partiel pour un organisateur de mariage à l'Ecoswego. Claire, il faut que tu vois quelque chose. Elle a envoyé une photo, Ethan, le marié, penché trop près d'une femme que je ne reconnaissais pas, sa main posée sur sa hanche dans un bar. L'horodatage indiquait il y a 2 nuits. J'ai fixé l'image, le cœur battant une fois, fort, puis une autre. Qui est-ce, ai-je renvoyé par texto. Aucune idée. Mais il est déjà venu ici. Ma collègue a dit qu'il a les mains baladeuses. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Dehors, le tonnerre a de nouveau grondé, lointain mais se rapprochant. J'ai posé le téléphone, regardant l'écran s'assombrir. Alors, Sophie ne m'avait pas invité à son mariage. Très bien. Mais peut-être, juste peut-être, l'histoire n'était pas encore terminée. Parce que les mariages ont une façon de montrer ce qui est réel, et parfois la meilleure place est celle qui est la plus éloignée de l'autel. Maman a appelé 3 jours plus tard, sa voix douce comme du sucre et tremblante sur les bords. Viens dîner à la maison, Claire. Discutons en famille. J'aurais dû raccrocher, mais la curiosité, ou peut-être l'habitude, l'a emporté. Le mot « famille » avait encore de l'importance, même quand il ne le devrait pas. J'ai dit que je passerais à 7 heures. La pluie rendait les rues glissantes sur mon trajet vers Hawthorne Boulevard, les phares se répandant sur le pavé mouillé. Plus je me rapprochais, plus l'air semblait lourd. La lumière du porche était déjà allumée, cette même lueur ambrée qui signifiait autrefois « bienvenue ». Maintenant, cela ressemblait plus à un avertissement. La maison n'avait pas changé, même marche fissurée, même carillon avant en forme de petite bouteille de vin que Sophie avait acheté à une foire de rue des années auparavant. À l'intérieur, ça sentait la lasagne cuite au four,
le plat d'offrande de paix de maman. Elle a souri quand je suis entré, le genre de sourire que les gens utilisent quand ils espèrent que vous oublierez quelque chose d'impardonnable. Ma chérie. Elle m'a embrassé la joue, puis s'est affairée à arranger les couverts. Assieds-toi, le dîner est presque prêt. Papa était déjà à table, le journal plié à côté de son assiette. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, les épaules voûtées, les yeux fatigués. Content de te voir, a-t-il dit doucement. J'ai pris la place en face d'eux, la même que je prenais lors des dîners du dimanche où nous nous disputions sur les couvre-feux et les choix d'université. La pièce sentait même la même chose, la sauce, le pain, une pointe de nettoyant au citron, mais la chaleur avait disparu. Maman a versé du vin comme si c'était de l'huile d'olive, remplissant son verre à ras-bord. Je ne veux aucune tension ce soir, a-t-elle dit vivement. Ayons juste un bon repas. J'ai piqué un morceau de lasagne, attendant la vraie raison de ma présence. Elle est arrivée à la moitié de son deuxième verre. Ma chérie, a-t-elle commencé, d'un ton répété, Sophie n'a jamais eu l'intention de te faire du mal. Les mariages sont compliqués. Les émotions sont à fleur de peau. Elle ne m'a pas invité, maman, ai-je dit. Ce n'est pas compliqué. C'est délibéré. Maman a soupiré, le son d'une martyre ajustant son auréole. Tu sais comment est ta sœur. Sensible. Elle veut juste que son jour soit joyeux. Joyeux. Ce mot s'est tordu dans mes entrailles. Et ma présence gâcherait ça? Claire, murmura papa, ne commençons pas. Non, ai-je coupé. Finissons en. Pour une fois. La fourchette de maman a cliqueté contre son assiette. Tu penses toujours que tout est une attaque. Sophie a traversé beaucoup de choses, son studio a échoué, ses fiançailles se sont rompues. Son studio a échoué parce qu'elle l'a ouvert sous mon nom, ai-je dit, ma voix stable mais tranchante. Elle a ruiné mon crédit pendant 2 ans, mais bien sûr, organisons-lui une parade. Les yeux de maman se sont rétrécis, ce mélange familier de pitié et d'irritation. Tu es plus forte qu'elle. Tu peux supporter la déception. Voilà, la devise de la famille. J'ai failli rire. Tu veux dire que je peux supporter d'être utilisé. Ne déforme pas mes mots. Je n'ai pas besoin de le faire. Ils se déforment d'eux-mêmes. Papa a attrapé son verre mais n'a pas bu. Peut-être que nous devrions tous prendre une grande respiration. Maman s'est tournée vers lui, aussi tranchante que du verre. Ne commence pas, Richard. Elle a toujours été dramatique. Je me suis adossé. Tu me traites de dramatique depuis que j'ai 12 ans, maman. Quand Sophie a cassé mon vélo et que tu as dit que j'aurais dû la surveiller. Quand elle a menti sur l'argent de la bourse et que tu as dit, ne fais pas de scène. Tout ce que j'ai jamais fait, c'est réparer ces bêtises. Le silence s'est pressé contre les murs. Le seul son était la pluie qui tambourinait contre la fenêtre de la cuisine. Finalement, maman a dit, tu donnes l'impression qu'on ne t'aime pas. J'ai rencontré son regard. Vous m'aimez tant que je suis utile. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis reculé de la table. Si Sophie voulait la paix, elle aurait pu commencer par inviter sa sœur. Maman s'est levée aussi, soudainement désespérée. S'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. Le mariage est dans une semaine. Je ne veux pas de mauvaises ondes autour de ça. De mauvaises ondes? J'ai ri doucement. Vous vous êtes nourri des miennes pendant des années. J'ai attrapé mon manteau. Papa s'est levé à moitié, ne sachant pas s'il devait m'arrêter. Claire, a-t-il dit doucement, tu sais que ta mère veut juste que la famille soit réunie. Elle veut le contrôle, papa. Ne confonds pas les deux. Il a baissé les yeux, ne disant rien. Je me suis tourné pour partir, mais la voix de maman m'a suivi, basse et froide. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Je me suis figé près de la porte. Jalouse? Elle a croisé les bras. Tu n'as jamais aimé la façon dont les gens l'adoraient. L'attention, les compliments. L'attention n'est pas synonyme de respect, maman. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez élevé une fille pour qu'elle brille et l'autre pour qu'elle répare les fils quand les lumières s'éteignent. Je suis sorti sous la pluie, mais avant d'atteindre la voiture, elle a crié après moi, son ton cassant de colère et de peur. Ne gâche pas ça pour elle, Claire. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide.
Je me suis retourné, l'eau dégoulinant de mes cheveux. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je n'aurai pas à le faire. Vous l'avez déjà fait pour nous deux. Le trajet de retour à mon appartement s'est fait en silence, à l'exception du ronronnement des pneus sur l'asphalte mouillé. Je pouvais encore entendre sa voix en boucle dans ma tête, ce mélange de culpabilité et de manipulation qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Tu es plus forte qu'elle. Tu peux le supporter. Traduction, tu encaisseras le coup pour qu'elle n'ait pas à le faire. Le temps que je me gare, mes mains avaient cessé de trembler. La colère s'était refroidie en quelque chose de plus stable, la résolution. Je n'allais pas supplier pour une place à une table qui était déjà en train de pourrir. Je suis entré dans mon appartement, j'ai accroché mon manteau, versé un verre d'eau et posé mon téléphone sur le comptoir. Un nouveau message clignotait sur l'écran, de Jenna. Il faut que tu vois ça. 6 juin, une photo d'Ethan, le marié, dans un bar chic du centre-ville, bien trop près de la même femme qu'avant. Sa main reposait sur le bas de son dos, l'intimité de quelqu'un qui l'avait fait plus d'une fois. En dessous, Jenna avait tapé « Il n'est pas celui qu'elle pense qu'il est. J'ai pensé que tu devrais savoir avant que ça n'explose. » J'ai fixé l'image pendant un long moment. Le sourire parfait d'Ethan semblait différent maintenant, presque répété. Le couple en or, Sophie et Ethan, se fissurait déjà avant les vœux. Je me suis affalé sur le canapé, la pluie dehors régulière et implacable. Pendant des années, j'avais été l'équipe de nettoyage de la famille, la responsable, celle qui répare les pots cassés. Peut-être que cette fois, je ne réparerai rien. Peut-être que je me contenterai de regarder. J'ai pensé au dernier mot de maman, promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Et j'ai presque souri. Elle n'avait toujours pas appris que parfois, la chose la plus intelligente à faire est de ne rien faire du tout. Quand je suis finalement allé me coucher, la ville était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du trafic au loin. Sur la table de chevet, mon téléphone a vibré une fois de plus. Un texto de papa, simple et court, ils auraient dû t'inviter. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'assombrisse. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu. Et cette minuscule lueur de reconnaissance, si tardive, si petite, a suffi à allumer quelque chose de nouveau en moi. Pas le pardon, pas encore, mais la clarté. Ils pensaient que m'exclure garderait leur petit monde en paix. Ils n'avaient aucune idée que la paix était la dernière chose qui allait arriver. En grandissant, Sophie était le soleil, et j'étais l'ombre qui la faisait paraître plus brillante. Maman disait, ta sœur a juste cette étincelle, Claire. Tu es la stable. La stable. La responsable. Celle qui nettoyait les dégâts et ne se plaignait pas. À 10 ans, je connaissais déjà mon rôle, être fiable, invisible et toujours très bien. Je me souviens d'un samedi matin quand nous étions enfants. Sophie a renversé une brique de lait entière sur le sol de la cuisine, des rivières blanches imbibant le tapis. Maman s'est précipitée, roucoulant, ce n'est rien, ma chérie, les accidents arrivent. Quand j'ai attrapé une serviette pour nettoyer, elle m'a froncé les sourcils. Claire, fais attention. Tu fais encore plus de dégâts. J'avais 7 ans. C'était la première fois que je réalisais à quel point l'amour pouvait sonner différemment selon la personne à qui il s'adressait. Au lycée, le schéma était devenu un réflexe. Sophie pleurait, et tout le monde accourait. Je réussissais, et personne ne le remarquait. Elle a eu le rôle principal dans la comédie musicale de l'école parce que, elle brille sur scène, même si je l'avais aidée à mémoriser chaque ligne. J'ai eu d'excellentes notes et maman a dit, c'est ce qu'on attend de toi. Quand j'ai été accepté au programme d'architecture de l'Oregon State, papa m'a tapé sur l'épaule, fier. Maman a juste demandé, auras-tu encore le temps d'aider ta sœur avec son portfolio d'art? Je pensais qu'il n'y pouvait rien, que chaque famille avait peut-être un favori. Mais plus je vieillissais, plus cela me semblait intentionnel, comme si maman avait besoin de quelqu'un pour être l'ancre afin de pouvoir continuer à prétendre que le navire ne coulait pas. Sophie flottait dans la vie avec un charme sans effort. À 21 ans, elle avait un blog, 10 000 abonnés et une liste sans cesse renouvelée de projets créatifs. J'avais des prêts étudiants et un travail à plein temps qui ne permettaient pas de jours de maladie. Elle m'appelait quand son loyer était en retard, quand son petit ami la quittait, quand elle n'arrivait pas à faire ses impôts. Tu es si douée pour ces choses, Claire, disait-elle, sa voix enrobée de culpabilité sucrée. Et comme une idiote, je virais l'argent où je passais avec une boîte de plats à emporter, me disant que c'est ce que faisait la famille.
La dernière fois que je l'ai tirée d'affaire, c'était il y a 5 ans. Elle a appelé, en pleurant, a dit qu'elle avait une grande opportunité, un studio de photographie en centre-ville. Mais elle avait besoin de quelqu'un pour co-signer le bail. Ce sera mon rêve, Claire. Tu crois en moi, n'est-ce pas? Elle m'a surprise entre l'épuisement et l'espoir, et j'ai dit oui. Le studio a fermé 8 mois plus tard. Elle a disparu sans payer le loyer, me laissant avec une dette de 25 000 $ et un texto d'excuses qui disait « Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. » Quand je l'ai dit à maman, elle a répondu « Ta sœur ne voulait pas te faire de mal. Elle est juste dépassée. » Je me souviens d'avoir ri amèrement, en demandant « Et moi, qu'est-ce que je suis censé être, maman ?» La leçon à retenir. Elle n'a pas répondu. Ce jour-là, quelque chose en moi a commencé à se fissurer. Depuis lors, Sophie et moi ne nous parlions que lorsque c'était nécessaire, anniversaire, vacances, dîner de famille motivé par la culpabilité de maman. Ces soirs-là, elle arrivait en retard, sentant le parfum cher et la confiance, et maman la regardait avec admiration comme si elle avait guéri le cancer. Je m'asseyais en face d'elle, sirotant du vin, faisant semblant que cela ne me dérangeait pas. Mais ça me dérangeait. Ça m'a toujours dérangé. Quand Sophie s'est fiancée à Ethan l'année dernière, maman a appelé en pleurant de joie. Il est parfait pour elle, Claire. Si stable, si réussi. Enfin, quelqu'un qui peut prendre soin d'elle. J'avais failli laisser tomber le téléphone. Tu veux dire quelqu'un d'autre pour payer ses factures? Elle m'a réprimandé pour mon cynisme, puis m'a envoyé une photo de la bague de Sophie, un diamant impeccable scintillant sous un éclairage parfait. J'ai rencontré Ethan une fois, au dîner d'anniversaire de maman. Il avait cette confiance lisse et facile des hommes qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Il a complimenté mon travail, puis m'a demandé si je regrettais de ne pas faire quelque chose de créatif. Quand j'ai dit que l'architecture était créative, il a souri avec condescendance. Bien sûr, mais je voulais dire quelque chose de plus expressif, comme le travail de Sophie. Maman avait ri, touchant son bras. Il a raison, Claire. Tu as toujours été si pragmatique. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en serrant le volant si fort que mes mains me faisaient mal. Je n'étais pas jalouse de Sophie, j'en avais juste assez d'être la référence à laquelle tout le monde la mesurait. Maintenant, assise sur mon canapé avec la pluie qui tapotait contre la fenêtre, je faisais défiler la dernière publication de Sophie, sa séance de photos de fiançailles sur la côte. Elle était impeccable, les vagues se brisant derrière elle, Ethan lui embrassant la tempe. La légende disait « J'ai hâte d'épouser mon meilleur ami ». Certaines personnes sont juste destinées à trouver l'éternité. Je pouvais presque entendre maman glousser en tapant des cœurs dans les commentaires. J'ai posé le téléphone, le verre de vin froid dans ma main. Une partie de moi voulait supprimer toutes les photos, les bloquer tous, repartir à zéro. L'autre partie ne pouvait pas détourner le regard, comme si je regardais un accident de voiture au ralenti que je savais imminent. Mon téléphone a vibré. Un message de Jenna a illuminé l'écran. Cette fille sur la photo du bar, son nom est Kelsey. Elle travaillait pour Ethan. Il est sorti avec elle avant Sophie. J'ai cligné des yeux. Sorti avec elle ou la trompé, ai-je tapé en retour? Les deux. La rumeur dit qu'il l'a fait virer quand elle a menacé de le dire aux ressources humaines. Les mots m'ont tordu l'estomac. Bien sûr. Bien sûr, c'était l'homme que Sophie pensait qui la sauverait. Je n'étais même pas surprise. Je ressentais quelque chose de plus froid que la colère, la confirmation. J'ai fermé les yeux et expiré. J'aurais peut-être dû avoir pitié d'elle, mais la pitié est épuisante quand c'est tout ce que vous avez jamais eu à donner. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Des années de miettes numériques étaient faciles à trouver, relevés bancaires, courriel, l'ancien bail du studio, chaque prêt qui n'était jamais revenu. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai nommé « La vérité sur Sophie ». Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je savais que j'en avais fini de prétendre que je m'en fichais. Dehors, la tempête s'est intensifiée, le vent faisant vibrer la porte du balcon. J'ai regardé l'horizon, gris, agité, vivant, et j'ai senti quelque chose s'agiter en moi. Pour une fois, je ne pensais pas à maintenir la paix. Je pensais à ce que la paix pourrait réellement coûter. C'était étrange de réaliser qu'après toutes ces années à tout maintenir ensemble, la chose la plus saine que je pouvais faire était peut-être de tout laisser s'effondrer. Je me suis levé, étirant la raideur de mon dos,
et j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. Mêmes yeux, même visage, mais l'expression était nouvelle. Pas de tristesse, même pas de colère. Quelque chose de plus aiguisé, de plus stable. Les mots de maman au dîner résonnaient dans ma tête, « Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. » J'ai souri à mon reflet, un sourire petit mais réel. « Oh, je ne le ferai pas », ai-je murmuré. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint les lumières et laissé l'obscurité s'installer autour de moi. Pendant des années, j'avais été la responsable, celle qui répare, la fille invisible qui faisait tout fonctionner pendant que tout le monde pouvait s'effondrer. Mais peut-être que être responsable ne signifiait plus les sauver. Peut-être que cela signifiait me sauver moi-même. Quelque part dans cette pensée, sous le bourdonnement de la pluie de la ville, je l'ai senti, le premier pouls de quelque chose de dangereux et de libérateur. Une décision se formant, lente et certaine, comme la montée d'une tempête. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas petite dans l'ombre de Sophie. Je me sentais comme la lumière dont elle aurait dû avoir peur depuis le début. Le jour du mariage est arrivé, gris et humide, le genre de matin de Portland qui semblait indécis, comme si même le ciel ne savait pas de quel côté il était. Je me suis réveillé tôt sans le vouloir. Mon téléphone était inondé de notifications, photos, identifications, légendes remplies de cœurs et de hashtags. Sophie et Ethan pour toujours. Heureux pour toujours. J'ai fait défiler des visages souriants qui n'incluaient pas le mien. Maman avait l'air radieuse en bleu pâle, tenant le bouquet de Sophie sur une photo. Papa avait l'air fier, mais la fierté semblait théâtrale, son sourire tendu. Et Sophie? Mon Dieu, Sophie ressemblait à toutes les mariées des magazines, cheveux bouclés, peau éclatante, bonheur manucuré à la perfection. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et je me suis tenu près de la fenêtre. L'air sentait le béton mouillé. Quelque part en centre-ville, ils échangeaient leurs vœux. Je l'imaginais, maman pleurant, Sophie tremblant d'excitation, Ethan disant tous les bons mots avec toutes les mauvaises intentions. J'aurais dû ressentir de la rage, mais au lieu de cela, je ressentais une distance, comme si je regardais la famille de quelqu'un d'autre à travers une vitre. Pourtant, le silence dans mon appartement semblait trop fort. J'ai allumé la télévision pour le bruit, j'ai zappé les chaînes et je suis tombé sur un segment d'actualité locale montrant une couverture en direct du même lieu, le Rosewood Pavilion. J'ai failli rire. Bien sûr, le mariage de Sophie était digne d'intérêt. Les Donovan aimaient le spectacle. Au début, tout semblait parfait, tente blanche, éclairage doux, un quatuor à cordes en direct. Puis, la caméra a sursauté, captant une agitation près de la tente de réception. Une voix de femme hors champ a dit « Est-ce que quelqu'un se bat ?» Le clip s'est arrêté. Je me suis figé. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Jenna encore. Claire, tu regardes ça? Quelque chose se passe au mariage. Un autre message est arrivé avant que je puisse répondre. Les photos sont partout sur Twitter. J'ai ouvert le lien qu'elle avait envoyé. La première photo m'a presque fait lâcher le téléphone. Ethan, toujours dans son smoking, sa main enroulée autour des cheveux de Sophie, lui tirant la tête en arrière pendant qu'elle criait. Les invités se tenaient figés, flûte de champagne en l'air. L'image suivante montrait des gens se précipitant entre eux, le chaos se répandant comme de l'encre sur le magnifique décor. J'ai fait défiler plus loin, les commentaires affluant comme une traînée de poudre. Abus filmé en direct. Le marié pète les plombs à son propre mariage. Qui est ce couple? Mon cœur battait la chamade. Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. Pas parce que j'étais choqué, parce que je n'étais pas surprise du tout. Je l'avais vu venir dès le moment où j'avais vu les yeux d'Ethan ce premier soir, la façon dont il parlait par-dessus Sophie, corrigeait ses histoires, l'appelait « ma chérie », comme un ordre plutôt qu'une marque d'affection. Le téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran. Pendant un battement de cœur, j'ai envisagé de l'ignorer. Puis j'ai répondu. Sa voix était hystérique. Claire, Dieu merci, où es-tu? Sophie est blessée. Tout est ruiné. Tu dois venir. Je me suis appuyé contre le comptoir, fermant les yeux. Pourquoi viendrais-je, maman? Je n'étais pas invité. S'il te plaît, sanglota T.L., elle a besoin de sa sœur. La police est là, des journalistes mon Dieu, Claire, c'est partout. Je n'ai rien dit. Le son du chaos résonnait faiblement à travers le téléphone, des pleurs, des cris,
quelqu'un demandant des serviettes. La voix de maman s'est brisée. Elle saigne. Il lui a tiré les cheveux si fort. Oh, mon Dieu. Appelle une ambulance, ai-je dit sèchement. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Claire, ne sois pas cruelle. Je sais que tu es en colère, mais c'est ta sœur. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre de la cuisine, mon expression illisible. Oui, ai-je dit doucement. C'est ma sœur. Ça voulait dire quelque chose avant. S'il te plaît, murmura maman, sa voix faible. Aide-nous juste à arranger ça. Arranger. Encore ce mot. Le verbe préféré de la famille. Chaque fois que les choses s'effondraient, j'étais la colle désignée. Payer les factures, maintenir la paix, tenir la ligne. Non, ai-je dit. Arrange-le toi-même. Vous vouliez ce mariage parfait. Vous vouliez que je me taise. Vous avez eu les deux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de culpabilité. De libération. L'heure suivante s'est écoulée par fragments, extraits d'actualité, photos, messages textes de parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tout le monde voulait des informations. Était-ce vrai? Que s'est-il passé? Où est Sophie maintenant? Je les ai tous ignorés. Quand la sonnette de la porte d'entrée a retenti, j'ai sursauté. C'était Jenna, trempée par la pluie et essoufflée, serrant son téléphone. C'est grave, a-t-elle dit en entrant. Vraiment grave. La vidéo est devenue virale. La moitié de la ville l'a vue. Elle m'a montré le clip, 40 secondes, filmé par un invité. La caméra a surpris Sophie en train de rire de quelque chose, Ethan se penchant, lui chuchotant quelque chose de sec. Son sourire a vacillé. Elle s'est retournée pour s'éloigner. Il lui a attrapé les cheveux, la tirant brusquement en arrière. Les invités ont halté. Maman a crié. La caméra a sursauté alors que quelqu'un se précipitait, et la vidéo s'est terminée. Jenna a baissé le téléphone. Ils disent qu'il était ivre, mais quelqu'un les a entendus se disputer plus tôt. Apparemment, elle l'a accusé de la tromper. J'ai pressé une main sur mon front. Avec qui? Kelsey, a dit Jenna doucement. La même femme du bar. J'ai senti la pièce basculer, un lent vertige de déjà-vu. Bien sûr. La boucle était bouclée. L'histoire de Sophie le faisait toujours. Tu penses qu'elle savait, ai-je demandé. Jenna a haussé les épaules. Peut-être. Peut-être qu'elle l'a découvert aujourd'hui. Dehors, les sirènes hurlaient quelque part au loin. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message vocal de maman. Je n'ai pas écouté. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me suis approché de la fenêtre. La pluie avait cessé, mais le ciel était encore lourd. En bas, les lampadaires scintillaient sur l'asphalte mouillé. J'ai pensé à Sophie, sa vie parfaite s'effondrant en temps réel, les caméras capturant chaque seconde. Pour une fois, les secrets de famille n'étaient plus privés. Jenna a rompu le silence. Est-ce que ça va? J'ai hoché la tête lentement. Mieux que je ne le devrais. Elle a hésité. Tu n'as pas l'air triste. Je ne le suis pas. Elle m'a regardé comme si elle ne savait pas si elle devait s'inquiéter ou être impressionnée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis détourné de la fenêtre, mon reflet se découpant à travers la vitre, mi-ombre, mi-lumière. Rien, ai-je dit. Pas encore. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Internet a explosé de spéculations. Était-ce la drogue? Une dépression nerveuse? Un coup monté? Chaque titre portait le nom de Sophie. Chaque photo portait son humiliation. À 2 heures du matin, mon téléphone a de nouveau vibré. Papa cette fois. Juste 3 mots, elle est à l'hôpital. J'ai répondu, est-elle vivante? Oui. Commotion cérébrale. Il la garde pour la nuit. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis j'ai tapé, elle survivra. Elle le fait toujours. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis sorti sur le balcon. L'air était froid, humide, piquant avec l'odeur de la pluie. Quelque part au loin, une sirène a de nouveau hurlé, s'évanouissant dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme la responsable.
Je me sentais comme le témoin, la seule personne de la famille qui avait cessé de prétendre que tout allait bien. Quand l'aube s'est levée, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Des journalistes demandaient des commentaires. Quelqu'un m'avait identifié dans une publication, la sœur de la mariée s'exprime. J'ai failli rire. Ils pensaient que le silence était une faiblesse. Ils ne comprenaient pas que c'était le pouvoir. J'ai versé du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller. Quelque part là dehors, ma famille se désagrégeait exactement comme ils l'avaient cousu, fil par fil, mensonge par mensonge. Maman rappellerait. Sophie supplierait. Ils voudraient que je nettoie le désordre, que j'arrange l'histoire, que je fasse oublier à tout le monde. Mais je n'étais plus leur réparatrice. J'ai siroté mon café et murmuré à la pièce vide, cette fois, vous allez gérer votre propre désastre. La ville dehors était grise et froide, mais la lumière qui filtrait à travers les nuages ressemblait à quelque chose de nouveau, de sincère. Peut-être que c'était à ça que ressemblait la liberté. Pas la joie, pas la vengeance, juste la certitude tranquille que je ne leur devais plus rien du tout. Le lendemain du mariage, c'était comme se réveiller après une tempête à laquelle on n'avait pas survécu mais qu'il fallait quand même nettoyer. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des appels de numéros que je ne reconnaissais pas, des messages de parents qui m'avaient ignoré pendant des années, des messages vocaux qui commençaient par de la pitié et se terminaient par de la culpabilité. À 8 heures du matin, l'histoire était partout, vidéo virale, un marié attaque sa femme pendant la réception de mariage, famille sous le choc après un effondrement public sur un lieu de Portland, et puis, inévitablement, qui est la sœur qui a manqué le mariage? Mon nom n'était pas encore dans les titres, mais ce n'était qu'une question de temps. J'ai fait défiler les sections de commentaires jusqu'à ce que je déteste à nouveau l'humanité. Des étrangers débattaient de l'enfer privé de ma famille comme si c'était une émission de télévision. Certains défendaient Sophie, d'autres la blâmaient. Un commentateur a écrit, peut-être qu'elle savait comment il était. Les gens épousent des signaux d'alarme tout le temps. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai fixé le plafond. Quelque part entre la colère et l'engourdissement, j'ai réalisé que je n'étais pas choqué. La vie de Sophie avait toujours été une performance. Elle s'était construite à partir d'illusions, de belles photos, des légendes retouchées, tout filtré. Il était logique que la vérité finisse par éclater devant un public. Vers 10 heures, maman a de nouveau appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un autre message vocal, la voix tendue par les pleurs. Claire, ta sœur a besoin de toi. S'il te plaît, viens à l'hôpital. Elle te réclame. Quoi qu'il se soit passé avant, ça n'a plus d'importance maintenant. Elle a besoin de sa famille. Je l'ai supprimé sans écouter le reste. L'hôpital était à 10 minutes. Je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, j'ai passé l'après-midi à marcher le long de la rivière, la ville grise et lourde, les touristes se déplaçant en troupeau, faisant semblant de ne pas remarquer l'air bourdonnant de ragots. Chaque télévision de café rejouait ce clip de 30 secondes du chaos du mariage. J'ai attrapé des bribes de conversation en passant devant les gens, cette pauvre fille, le marié avait l'air ivre, où étaient ses parents? Cette dernière question m'est restée. Où était-il, en effet? De retour à mon appartement, j'ai finalement cédé et appelé papa. Il a décroché à la première sonnerie, l'air pluvieux, fragile. Claire, a-t-il dit, Dieu merci. Je n'ai pas pris la peine de bavarder. Comment va Sophie? Elle s'en sortira. Des points de suture au cuir chevelu, une légère commotion. Il a hésité. Elle te réclame. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Elle a fait une erreur, Claire. Tu sais à quel point elle peut être impulsive. Ethan c'est un monstre, mais ta sœur en paie le prix. J'ai fermé les yeux. Elle a toujours été impulsive. Toi et maman l'avaient juste laissée comme ça. Ne commence pas, a-t-il dit doucement. Ta mère est anéantie. La police a appelé, des journalistes se présentent à la maison. Nous ne pouvons pas gérer ça seul. J'ai failli rire. Vous avez tout géré sans moi très bien, tu te souviens? Je n'étais pas invité. C'était la décision de ta mère, a-t-il dit. Tu sais comment elle est. Oui, ai-je dit doucement. Je sais. Nous sommes restés silencieux un moment, la distance entre nous plus bruyante que n'importe quoi. Finalement, il a dit, s'il te plaît, Claire, viens juste voir ta sœur. J'ai raccroché sans répondre. Ce soir-là,
le premier article de presse avec mon nom est apparu en ligne. Claire Donovan, architecte et sœur aînée de la mariée, était notoirement absente de la cérémonie. Il y avait une photo de moi d'un événement d'entreprise, recadrée et granuleuse. La légende disait, des sources familiales confirment une tension de longue date entre les sœurs. Cela n'aurait pas dû me déranger, mais c'est le cas. Non pas à cause de l'exposition, mais à cause de la facilité avec laquelle le monde croyait à la version de moi qu'ils inventaient, froide, distante, impitoyable. Ils n'avaient aucune idée du nombre de fois où j'avais sauvé ces gens. Vers minuit, j'ai ouvert une bouteille de whisky que je gardais depuis ma dernière promotion. La ville dehors était silencieuse, à l'exception du ronronnement des voitures qui passaient. J'ai versé un verre, je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert mes anciens dossiers de courriel. Des dizaines de confirmations de paiement me fixaient, de l'argent que j'avais transféré à maman et papa, à Sophie. Loyer, facture médicale, acompte de mariage. De petits morceaux de moi-même siphonnés pendant 8 ans d'aide. J'ai cliqué sur les reçus jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Chacun était un rappel. Il ne m'avait pas seulement oublié, il m'avait utilisé. Quand mon téléphone a de nouveau vibré, je l'ai ignoré. Mais ensuite, la vibration s'est transformée en coup, le genre de coups urgents qui fait bondir votre pouls. J'ai posé le verre et je suis allé à la porte. C'était papa. Il se tenait dans le couloir, l'air plus petit que dans mon souvenir, sa veste trempée par le crachin, ses yeux rouges. « Tu ne répondais pas » a-t-il dit. Je ne savais pas où aller d'autre. Maman t'envoie. Il a hésité. Elle ne sait pas que je suis ici. Je me suis écarté. Alors entre. Il s'est assis sur le bord du canapé, serrant son chapeau dans ses 2 mains. Le silence s'est étiré. Finalement, il a dit, ta mère s'effondre. Elle ne peut pas manger, ne peut pas dormir. Sophie refuse de porter plainte contre Ethan, dit qu'elle ne veut pas ruiner sa vie. Ma poitrine s'est serrée. Il l'a agressée, papa. Il a hoché la tête misérablement. Elle dit qu'il est désolé. Bien sûr, elle le disait. Toute la vie de Sophie était basée sur un pardon qu'elle n'avait pas mérité et des secondes chances qu'elle ne méritait pas, elle va retourner avec lui, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu. C'était suffisant. Je lui ai versé un verre d'eau et je me suis assise en face de lui. Tu es venu ici pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il a baissé les yeux, honteux. Nous nous noyons, Claire. Les médias ne nous laissent pas tranquilles. Ta mère est terrifiée. Nous avons besoin d'aide. De l'aide, ai-je répété. Quel genre? Les avocats disent que nous pourrions être poursuivis pour détresse émotionnelle. Le lieu de réception exige le paiement des dommages, et ta mère envisage de refinancer la maison. J'ai ri, un rire sec, sans humour. Vous êtes incroyable. Il a tressailli. Je ne suis pas venu pour l'argent. Alors pourquoi es-tu venu? Pour te demander de ne pas nous haïr. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Nous avons fait des erreurs, Claire, mais nous sommes toujours une famille. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai dit, tu veux le pardon avant d'avoir mérité l'honnêteté. Il a cligné des yeux, confus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis au courant des comptes, de la fiducie, de l'argent que toi et maman avez retiré sous mon nom. Son visage est devenu pâle. Comment as-tu? Peu importe, ai-je dit. Tu as menti, papa. Pendant des années. Il s'est affaissé, la tête entre les mains. C'était l'idée de ta mère. Elle a dit que c'était temporaire. Nous avions juste besoin de garder la maison. Vous aviez des options, ai-je lancé. Vous avez choisi celle qui m'a volé. Les mots pesaient lourdement entre nous. Il a levé les yeux, vitreux. Nous pensions que tu comprendrais. C'est ce que j'ai fait, ai-je dit doucement. Jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Il s'est levé lentement, les épaules affaissées. Je lui dirai que je t'ai parlé. Juste ne rends pas les choses pires. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte, chaque muscle tendu de retenue. Avant de partir, il s'est retourné. Tu es plus forte que nous tous, Claire. Mais la force ne signifie pas fermer la porte pour toujours. J'ai rencontré ses yeux. Peut-être que si. Après son départ, je suis resté dans l'embrasure de la porte, laissant l'air froid s'infiltrer. Mon cœur battait la chamade, mais pas de rage. De résolution.
Ils avaient bâti leur mensonge sur l'hypothèse que je pardonnerais toujours, que je protégerais toujours. Mais ils étaient sur le point de découvrir ce qui se passe lorsque le filet de sécurité familiale décide qu'il en a fini de rattraper les gens qui tombent. Le lendemain matin, j'ai ouvert un nouveau courriel à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, Michael Gray, un avocat qui avait autrefois aidé mon cabinet à traverser un litige contractuel compliqué. J'ai écrit juste une ligne avant d'appuyer sur envoyer, besoin de discuter d'une affaire juridique personnelle. Liée à la famille. Urgent. Dehors, la ville se réveillait sous un autre ciel gris. J'ai pris une longue inspiration, la première depuis des semaines qui ne faisait pas mal. Pour la première fois, je n'attendais pas leurs excuses. Je me préparais pour la justice. Michael Gray m'a rencontré dans un café du centre-ville 2 jours plus tard, un endroit calme où les conversations d'affaires se fondaient dans le bourdonnement des machines à expresso. Il était en avance, costume impeccable, des mèches argentées dans les cheveux qui le rendaient plus digne de confiance que quiconque que j'avais rencontré depuis des années. Quand je suis entré, il s'est levé, m'a serré la main fermement et a dit « Vous avez l'air de quelqu'un qui a porté beaucoup de choses pendant trop longtemps. » Je me suis assise et j'ai réussi un demi-sourire. Vous n'avez pas idée. Nous avons commandé du café, noir pour lui, quelque chose de plus fort pour moi. Quand la serveuse est partie, je lui ai tout raconté, les années d'aide financière, la manipulation familiale, les documents falsifiés que j'avais découverts sur mon ordinateur portable. Je lui ai montré le dossier intitulé « La vérité sur Sophie ». Il a écouté sans interrompre, prenant des notes dans un petit carnet en cuir. Quand j'ai fini, le silence entre nous semblait plus lourd que la pluie dehors. Finalement, il a dit « Vous avez été la comptable, la thérapeute et le bouc émissaire de la famille. » C'est une description de poste dangereuse. Je n'ai pas postulé pour ça, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête. Personne ne le fait jamais. Je lui ai tendu la clé USB avec des copies des documents. Ils ont utilisé mon argent, Michael. Mon compte professionnel. Ils ont appelé ça temporaire. Je ne savais même pas qu'ils avaient contracté des prêts contre la maison. Il a étudié les fichiers sur sa tablette. J'ai vu beaucoup de cas d'abus financiers familiaux, mais ça c'était prémédité. Ils ont créé une trace écrite qui donne l'impression que vous étiez complice. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela signifie que si vous n'agissez pas en premier, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Vous pensez qu'il le retournerait contre moi? Il a eu un petit sourire sombre. Je pense que les gens font des choses désespérées pour protéger les mensonges qui ont bâti leur vie. Je me suis adossé, mon pouce accélérant. Alors, quelle est la suite? Il a tourné une page dans son carnet. Nous commençons par l'information. Vous avez dit que vos parents ont refinancé la maison. Avez-vous déjà signé quelque chose? Non, mais ils ont utilisé mes virements pour effectuer les paiements. J'ai les reçus. C'est bien, a-t-il dit. Nous allons demander un examen juricomptable de ces transactions. Si les fonds venaient de vous et qu'ils les ont utilisés pour obtenir des prêts supplémentaires, c'est de la fraude. Nous pouvons construire à partir de là. Fraude. Le mot semblait à la fois terrifiant et satisfaisant. Michael a fermé son carnet. Avant de déposer quoi que ce soit, je veux être sûr que vous êtes prête pour la suite. Une fois que cela commencera, il n'y aura pas de retour au dîner du dimanche et au silence poli. J'ai eu un rire sec. Ceux-ci se sont terminés le jour où ils ont envoyé des invitations de mariage à tout le monde sauf à moi. Il a souri faiblement. Argument valable. La serveuse a déposé nos cafés. L'odeur de torréfaction foncée a rempli l'air, manquant dans le moment présent. Michael s'est penché en avant. Voici la vérité, Claire. Les familles comme la vôtre fonctionnent sur la culpabilité et la loyauté. Quand vous les enlevez, elles s'effondrent. Êtes-vous prête à voir cela se produire? J'ai regardé mes mains. Elles étaient stables maintenant, ne tremblaient plus comme avant. Elles se sont déjà effondrées. J'ai juste fini de prétendre qu'elles ne l'avaient pas fait. Il a hoché la tête une fois, satisfait. Alors nous commencerons par une plainte pour exploitation financière. La loi de l'Oregon a des statuts spécifiques pour cela, surtout quand il s'agit de parents. Si nous pouvons prouver l'intention, et d'après ce que vous m'avez montré, nous le pouvons, vous ne récupérerez pas seulement des dommages et intérêts, mais vous blanchirez également votre nom. J'ai laissé échapper un lent soupir.
Donc je ne serai plus seulement le bouc émissaire de la famille. Non, a-t-il dit. Vous serez la présidente. Quelque chose en moi a changé à ce mot. Pendant des années, j'avais nettoyé leur chaos. Maintenant, je pouvais transformer cette même précision en une arme. Après notre rencontre, je suis allé au bord de la rivière. L'air sentait la pluie et le sel de la Willamette. Je me suis garé, j'ai baissé les vitres et j'ai laissé le vent fouetter mes cheveux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais éveillé. Mon téléphone a vibré avec un message de maman. Ta sœur est à la maison. Elle veut parler. Ne nous ferme pas la porte, Claire. J'ai fixé le texto, puis je l'ai supprimé. Certains ponts n'étaient pas brûlés, ils étaient démolis pour des raisons de sécurité. Ce soir-là, j'ai rassemblé tous les fichiers que j'ai pu trouver, courriels, virements, même des textos de maman me remerciant d'avoir couvert les charges. Je les ai organisés dans un classeur, avec des onglets par année. Chaque page semblait être un clou de plus scellant le cercueil de la personne qu'il m'avait formé à être. À minuit, Michael a appelé. Vous avez une minute? Toujours, ai-je dit. J'ai examiné d'autres documents. Il y a quelque chose d'étrange à propos du prêt sur valeur domiciliaire. Quel genre d'étrange? Il a été co-signé par Sophie, a-t-il dit. Elle a prétendu y vivre à plein temps, ce qu'elle n'a pas fait depuis des années. Et les remboursements du prêt correspondent presque exactement à vos virements mensuels. Je me suis levé, le cœur battant à tout rompre. Ils utilisaient mon argent pour rembourser leur prêt illégal. Exactement. Ce qui signifie que vous avez financé la fraude sans le savoir. Le silence à mon bout du fil était tranchant. Donc tout ce que je leur ai envoyé tout faisait partie de leur dissimulation? On dirait bien, a-t-il dit. Et il y a plus. Le transfert de l'acte de propriété montre Sophie comme fiduciaire secondaire de la maison. Cela ne se produirait pas à moins que vos parents n'aient prévu de la lui donner à terme. Je me suis affalé sur le canapé. Donc la maison, celle que je les ai aidés à sauver toutes ces années, n'allait jamais être la mienne. Pas même de loin, a-t-il dit doucement. Mais maintenant, ça peut être une preuve. Après avoir raccroché, je suis resté dans le noir pendant un long moment, la ville dehors brillant faiblement, le son de la pluie revenant contre la vitre. Toute ma vie avait été construite autour de la responsabilité, être présente, payer, me taire. Maintenant, la responsabilité signifiait quelque chose de différent. Cela signifiait dire la vérité, même si cela détruisait tout ce qui avait précédé. Le lendemain matin, j'ai imprimé chaque document que Michael avait signalé et je me suis rendu à son bureau dans le Pearl District. Il m'a accueilli avec la même concentration calme, étalant les papiers sur son bureau comme des pièces de puzzle. J'ai déjà vu de la cupidité, a-t-il dit, mais ce que votre famille a fait c'est presque stratégique. Ils vous ont laissé croire que vous les sauviez pour que vous ne réalisiez jamais qu'ils vous utilisaient. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Eh bien, ils m'ont aussi appris la stratégie. Il a souri légèrement. Bien. Vous en aurez besoin. J'ai déjà commencé à rédiger la plainte. Une fois déposés, ils seront notifiés dans la semaine. Que se passera-t-il ensuite? Ils auront deux choix, régler à l'amiable ou se battre au tribunal. Quoi qu'il en soit, la vérité éclatera. J'ai ressenti un étrange calme s'installer en moi. Qu'ils se battent. Michael a fait glisser un stylo vers moi. Alors rendons cela officiel. J'ai signé les papiers. Mon nom avait l'air différent à l'encre, plus net, plus audacieux, comme s'il appartenait enfin à quelqu'un qui connaissait sa valeur. En quittant son bureau, les nuages se sont dissipés pour la première fois depuis des jours. Le soleil s'est répandu en fines traînées dorées, illuminant les rues mouillées. Je suis resté là un moment, respirant. Maman m'avait dit un jour que la loyauté familiale était la colle qui nous maintenait ensemble. Mais la colle, ai-je réalisé, ne tient que ce qui est déjà cassé. Et j'en avais fini d'être l'adhésif pour les dommages de tout le monde. Le temps d'atteindre ma voiture, Michael m'avait envoyé un texto, « Gardez votre téléphone à portée de main. Les choses vont bouger vite maintenant. » J'ai regardé l'horizon de la ville, ses contours nets contre le ciel qui s'éclaircissait. Pendant des années, ils avaient écrit l'histoire, et j'avais été la note de bas de page silencieuse. Plus maintenant. Cette fois, mon nom serait le titre. L'enveloppe était plus lourde que je ne l'attendais, épaisse, en manille, estampillée,
confidentiel, actif de la famille Donovan. Michael la fit glisser sur la table du café sans un mot. La pluie avait cessé dehors, mais des gouttes glissaient encore sur la fenêtre, comme si le ciel n'était pas prêt à lâcher prise. « Vous êtes sûr de vouloir l'ouvrir ici ?» demanda-t-il. J'ai tracé le bord du rabat, puis j'ai rencontré ses yeux. J'ai attendu assez longtemps. Quand je l'ai déchiré, je n'ai pas trouvé de conclusion. J'ai trouvé des preuves. La première page était un tableur, date, montant, numéro de compte. Michael se pencha en avant, tapotant une colonne avec son stylo. Ce sont vos virements. Chacun d'entre eux. J'ai parcouru la liste, 8 ans de paiement de mon compte courant au leur, chacun étiqueté, soutien ménager, remboursement de prêt, ou, charge. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu le total en bas, 84 000 $. Il est passé à la feuille suivante. Relevé bancaire. Maintenant, regardez ici, a-t-il dit. Ils ont ouvert un compte secondaire au nom de votre mère appelé réserve de la fiducie familiale. Devinez à quoi ces paiements ont été utilisés. J'ai regardé de plus près, virements hypothécaires, remboursement de prêts, transactions d'achat dans des magasins de luxe. Attendez, ai-je dit lentement. Ils ont utilisé mon argent pour payer un prêt dont je ne connaissais même pas l'existence. Il a hoché la tête. Exactement. Ils ont contracté un prêt sur valeur domiciliaire en 2023 pour 180 000 $, et les remboursements correspondent presque parfaitement à vos virements mensuels. J'ai pressé une main sur mon front. Donc, j'ai payé leurs dettes sans le savoir. La voix de Michael était calme mais tranchante. Ils l'ont caché derrière votre générosité. C'est de l'exploitation familiale classique, une manipulation financière déguisée en besoin. J'ai fixé le papier jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Toutes ces nuits où j'avais fait des heures supplémentaires, les vacances que j'avais sautées, les choses auxquelles j'avais dit non pour les aider, tout cela nourrissait un mensonge. Il a ouvert un autre dossier. À l'intérieur se trouvait un document de transfert de propriété. Ceci, dit-il, est l'acte de propriété de la maison. L'entête indiquait, transfert de propriété, fiducie familiale Donovan. En dessous, le nom de Sophie apparaissait comme cofiduciaire, cosignataire et bénéficiaire éventuel. Ils ont transféré la propriété l'année dernière, a-t-il dit, déposé discrètement par l'intermédiaire d'un avocat à l'Ecoswego. Je ne pouvais plus respirer. Donc, pendant qu'il prenait mon argent pour rembourser un prêt, il s'assurait aussi que je ne verrais jamais un centime de cette maison. Michael hocha la tête une fois. Ils ont planifié cela. Et d'après les signatures ici, votre père, votre mère et Sophie, ils étaient tous au courant. Le bruit du café s'est estompé, remplacé par les battements de mon cœur. J'ai regardé par la fenêtre, au-delà de l'auvent dégoulinant, les gens qui passaient avec des parapluies. Aucun d'eux ne savait ce que c'était de réaliser que toute votre famille avait construit une maison avec votre argent et enterré votre nom sous leurs mensonges. La voix de Michael a percé le brouillard. Il y a plus. Il a sorti une clé USB. J'ai trouvé ça dans le dossier intitulé Réunion, septembre 2023. On dirait une conversation enregistrée. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Il l'a branché sur son ordinateur portable et a appuyé sur lecture. L'audio était étouffé au début, des vers qui tintent, un bourdonnement de voix. Puis je l'ai entendu, la voix de ma mère, calme, certaine, si jamais Claire l'apprend, nous lui dirons simplement que c'était un malentendu. Elle ne se battra pas contre nous. Elle ne le fait jamais. Il y avait des rires en arrière-plan, la voix de ma sœur qui suivait, légère et suffisante. Elle est trop responsable pour créer des problèmes. C'est la beauté de la chose. Quelque chose en moi s'est brisé, pas de colère, mais de clarté. 8 ans de silence se sont dissipés en une rupture nette. Michael a mis l'enregistrement en pause. C'est l'intention, Claire. C'est tout ce dont nous avons besoin. J'ai avalé difficilement. Je ne sais même pas quoi ressentir. Commencez par le soulagement, a-t-il dit doucement. Vous n'êtes pas folle. Je me suis adossé, respirant lentement. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête, elle ne se bat jamais contre nous. Eh bien, ai-je dit doucement, elle est sur le point d'apprendre. Michael m'a observé un moment, puis a hoché la tête. Bien. Parce que nous déposons la plainte demain. Vous recevrez des copies après qu'ils auront été notifiés. Ça bougera vite à partir de là. J'ai tourné la clé USB dans ma main,
le petit morceau de plastique qui contenait 8 ans de tromperie. Que se passe-t-il après ça? Ils vont s'agiter, a-t-il dit. Ils vont paniquer. Ils pourraient même essayer de vous en dissuader. N'entrez pas en contact. Je ne le ferai pas. Il a souri légèrement. Je vous crois. Quand nous avons quitté le café, les nuages s'étaient de nouveau épaissis. J'ai marché jusqu'à ma voiture alors que les premières gouttes commençaient à tomber, froides et précises. Le temps de fermer la portière, il pleuvait à verse, la pluie martelant le toit, lavant la ville. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Numéro inconnu, Claire, c'est tante Hélène. Appelle-moi quand tu pourras. Ton père a laissé quelque chose pour toi avant de tomber malade. Je pense qu'il est temps que tu le voies. J'ai fixé le message, le pouce accélérant. Tante Hélène, la sœur de mon père, avait toujours été l'observatrice silencieuse, la seule qui voyait à travers le jeu de maman. Si elle avait quelque chose maintenant, cela signifiait que d'autres vérités attendaient. J'ai conduit sous la pluie vers la maison, les phares perçant le gris. Les rues scintillaient comme des miroirs, le monde à l'envers et mouillé. Quelque part entre deux feux, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. La colère était un feu. Ce que je ressentais maintenant, c'était de l'acier. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai versé du whisky et j'ai étalé les papiers sur la table de ma cuisine. Chaque page racontait une histoire que ma famille avait passé des années à dissimuler, chaque mensonge soigneusement aligné, preuve d'un schéma plus ancien que je ne l'avais jamais imaginé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Maman cette fois. Je n'ai pas répondu. L'icône de la messagerie vocale a clignoté une fois, mais je l'ai ignorée. Je n'avais pas besoin d'entendre ses raisons. J'ai fixé les documents jusqu'à minuit, la ville bourdonnant au-delà de la vitre. Les mots de Michael résonnaient dans ma tête, les familles comme la vôtre fonctionnent sur la culpabilité et la loyauté. Quand vous les enlevez, elles s'effondrent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai murmuré à la pièce vide, alors, qu'elle s'effondre. Dehors, le tonnerre a grondé au loin, bas et certain, comme si le ciel était d'accord avec moi. Quand je suis finalement allé me coucher, la clé USB était posée sur ma table de chevet à côté de mon téléphone, un petit témoin silencieux attendant son jour au tribunal. La dernière pensée avant que le sommeil ne me trouve était simple, ils avaient passé des années à m'apprendre à être responsable, patiente et silencieuse. Maintenant, ils allaient découvrir à quoi ressemble la responsabilité quand elle se défend enfin. Je n'avais pas vu autant de Donovan dans une même pièce depuis la fête de retraite de papa, celle où tout le monde avait porté un toast à la nouvelle entreprise créative de Sophie comme si je n'avais pas co-signé son bail quelques semaines auparavant. Maintenant, ils étaient de nouveau réunis, cette fois dans le salon de tante Hélène à Bend, sirotant du café et faisant semblant de ne pas être curieux de savoir pourquoi j'avais demandé une réunion de famille. La pièce sentait le produit à polir au citron et l'attention. Maman était assise raidement sur le canapé, des perles à son cou comme une armure. Sophie portait des lunettes de soleil surdimensionnées même si le ciel était nuageux. Papa évitait mon regard, étudiant le tapis comme si le motif pouvait expliquer quoi que ce soit. Tante Hélène se tenait près de la cheminée, calme et délibérée, la seule personne ici qui semblait vouloir la vérité plus que le confort. J'ai posé l'enveloppe marron sur la table basse. Avant de commencer, ai-je dit, merci, tante Hélène, de nous recevoir. J'ai pensé qu'il serait préférable de faire cela dans un endroit neutre. Maman ricana doucement. Qu'est-ce que c'est, Claire? Une embuscade? Non, ai-je dit. C'est une intervention. Juste pas le genre auquel vous êtes habitué. Hélène s'est raclé la gorge. Laisse-la parler, Margaret. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai étalé les documents sur la table, relevé bancaire, courriel, le transfert de propriété, tout soigneusement organisé. Ce sont les registres de chaque dollar que je vous ai envoyé au cours des 8 dernières années. Paiements hypothécaires, factures médicales, prêts qui ne sont jamais revenus. Sophie s'est agitée sur son siège. Qu'est-ce que c'est censé prouver? Patience, ai-je dit en faisant glisser une autre page. Voici le prêt sur valeur domiciliaire que vous avez contracté l'année dernière, 180 000 $, co-signé par toi, Sophie. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Quoi? Non, c'est réel, ai-je interrompu. Tu as signé en tant que résidente de la propriété, ce que tu n'étais pas. Et les remboursements, j'ai pointé les lignes surlignées, ils correspondent à l'argent que j'envoyais chaque mois. Donc, en substance,
j'ai payé pour votre fraude. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le manteau. Papa a levé les yeux, sa voix tremblante. Claire, ne. Si, a dit tante Hélène sèchement. Je veux entendre ça. Le visage de maman a rougi. Tu n'as aucune idée de ce que nous traversions. Tu penses que c'est facile de maintenir une famille à flot? J'ai ri doucement. Vous ne la mainteniez pas à flot, maman. Vous perciez des trous et me demandiez d'apporter des seaux. Sophie a poussé ses lunettes de soleil sur sa tête, les yeux écarquillés. Tu ne comprends pas. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de sauver la maison. De quoi, ai-je demandé? D'être possédé par la seule personne qui l'a réellement payé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tante Hélène a pris une des pages, plissant les yeux. Il est dit ici que vous avez transféré l'acte de propriété à la fiducie familiale Donovan, avec Sophie comme cofiduciaire. Quand cela s'est-il produit? Maman avait l'air sur le point de s'effondrer. Ton père et moi pensions que ce serait mieux pour la famille. Sophie a les enfants, elle avait besoin de stabilité. Je suis intervenu. Et vous avez décidé que moi non. Vous avez récompensé l'enfant qui a créé le chaos et puni celle qui l'a nettoyé. La voix de maman s'est élevée, cassante. Ne me parle pas comme ça, Claire. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait par amour. Non, ai-je dit, mon ton stable. Vous l'avez fait par commodité. Pendant un moment, personne n'a respiré. Puis Hélène a posé les papiers et a regardé maman droit dans les yeux. Margaret, as-tu falsifié ces virements? Maman s'est hérissée. Bien sûr que non. Elle n'a pas eu besoin de le faire, ai-je dit. Elle m'avait dressé à signer tout ce qu'elle me demandait. Je lui faisais confiance. Je vous faisais confiance à tous. Sophie s'est essuyé les yeux, les larmes maculant son mascara. Claire, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne savais pas tout. Tu ne savais pas, ou tu ne voulais pas savoir, ai-je demandé doucement. Elle a tressailli. Papa a finalement parlé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Peut-être que nous sommes allés trop loin. Nous voulions juste protéger ce qui était à nous. Ce qui est à vous, ai-je demandé, papa. Cet argent venait de moi. De mon travail, de mes heures supplémentaires, de ma vie. Vous n'avez rien protégé. Vous l'avez volé et l'avez donné. Hélène s'est approchée de moi, posant une main sur mon épaule. Montre-leur le reste. J'ai sorti la clé USB et je l'ai posée à côté des papiers. C'est un enregistrement de septembre de l'année dernière. Une réunion entre maman, Sophie et Ethan. Maman s'est raidie. Tu n'avais pas le droit. Je ne l'ai pas enregistré, ai-je dit. C'est votre avocat qui l'a fait. C'était dans les dossiers que vous avez essayé de cacher. Hélène a hoché la tête vers moi. Joue-le. J'ai connecté la clé à mon ordinateur portable. Les haut-parleurs ont rempli la pièce du son de verre qui teinte et de conversations basses. Puis la voix de maman a émergé, claire et tranchante, si jamais Claire l'apprend, nous lui dirons simplement que c'était un malentendu. Elle ne se battra pas contre nous. Elle ne le fait jamais. La pièce s'est figée. La main d'Hélène s'est resserrée sur mon épaule. Margaret, a-t-elle dit lentement, c'est ta voix, n'est-ce pas? Les lèvres de maman tremblaient. Je s'étais sorti de son contexte. Sophie a murmuré, oh, mon Dieu. J'ai mis l'enregistrement en pause. Vous ne pensiez pas que je vous tiendrais tête un jour. Mais vous aviez tort. Le visage de maman s'est décomposé. Tu détruis cette famille, Claire. Je me suis penché en avant, rencontrant son regard. Non, maman. Je révèle ce sur quoi vous l'avez construite, mensonge, manipulation et culpabilité. Papa a essayé de parler à nouveau, mais Hélène l'a arrêté. Robert, ne fais pas ça. Tu as laissé cela durer assez longtemps. Il a regardé entre nous, vaincu. Que veux-tu de nous, Claire? La responsabilité, ai-je dit simplement. Et un peu d'honnêteté, pour une fois. Hélène s'est tournée vers les autres. Elle a raison. Vous avez tous profité d'elle. Je l'ai vue arriver il y a des années, et j'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Maman a enfoui son visage dans ses mains, les épaules secouées. Nous pensions qu'elle nous pardonnerait. Elle pardonne toujours. Pas cette fois,
ai-je dit doucement. Sophie s'est levée soudainement, faisant les 100 pas, tu ne comprends pas. C'est de moi que tout le monde s'attend à ce que j'échoue. Tu es la forte, l'intelligente. Je l'ai coupé. Ce n'est pas une excuse. C'est un rôle que tu as joué jusqu'à ce qu'il devienne une identité. Elle a cessé de faire les 100 pas, des larmes coulant sur son visage. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Moi non plus, ai-je dit. Pendant un moment, la pièce fut de nouveau silencieuse. Puis Hélène se dirigea vers le comptoir de la cuisine, se versa du café et dit calmement, « Je pense que ça suffit de faire semblant pour une vie. » Maman leva les yeux, rouge. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» J'ai rassemblé les papiers, les glissant de nouveau dans l'enveloppe. Maintenant, je laisse la loi décider. Sa voix s'est brisée. Tu emmènerais ta propre famille au tribunal ? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Vous n'avez juste pas encore été notifié. Le son qui suivit fut le doux tintement de la porcelaine alors qu'Hélène posait sa tasse. Sophie se laissa retomber sur sa chaise, murmurant, « Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. » J'ai rencontré ses yeux. Tu as fait ça quand tu as signé ces papiers. Je me suis levé, glissant l'enveloppe sous mon bras. Pendant des années, vous m'avez tous fait croire que l'amour signifiait le sacrifice. Mais j'ai finalement appris quelque chose. La voix de maman était à peine un murmure. Qu'est-ce que c'est ? Que l'amour sans respect n'est que du contrôle. Quand je suis sorti, l'air extérieur semblait électrique, chargé, vivant, presque pur. Des nuages de pluie se rassemblaient à nouveau sur les cascades, mais pour une fois, cela ne me dérangeait pas. En arrivant à ma voiture, mon téléphone a vibré. Un texto de Michael, le bureau du procureur vient d'appeler. Ils ouvrent une enquête officielle. J'ai regardé la maison une dernière fois, les silhouettes qui bougeaient derrière les rideaux. Le vent s'est levé, frais et vif contre mon visage. Bien, ai-je murmuré. Que la vérité ait son tour. La salle d'audience sentait le papier et le désinfectant, le genre d'odeur stérile qui rend même la vérité procédurale. Maman était assise à la table de la défense dans son blazer marine, des perles à son cou comme un costume de décence. Sophie était assise à côté d'elle, pâle mais soigneusement arrangée, le mascara peint sur le manque de sommeil. Papa était derrière eux, les mains jointes, les yeux cernés. Michael se pencha vers moi et murmura, « Respirez profondément. Vous n'êtes pas ici pour gagner une dispute. Vous êtes ici pour leur montrer ce qu'ils ont fait. » J'ai hoché la tête, fixant la juge, une femme dans la cinquantaine avec des cheveux argentés et des yeux qui semblaient avoir vu toutes sortes de tragédies familiales. Sa plaque nominative indiquait Honorable Sandra Martinez. Elle nous a regardés comme si elle savait déjà que ce ne serait pas facile. La séance est ouverte, a déclaré le greffier. Affaire numéro 24 à 3097, Donovan contre Donovan. L'entendre à voix haute était surréaliste. Mon nom de famille contre mon propre nom de famille. Michael s'est levé le premier. Votre honneur, commença-t-il, la voix calme et claire, il ne s'agit pas ici de ressentiment familial. Il s'agit d'exploitation financière, 8 ans de tromperie délibérée déguisée en amour. Maman s'est agitée inconfortablement. Sophie a baissé les yeux vers la table. Michael a continué, exposant les fondements de l'affaire, mes virements, le prêt frauduleux, les documents de la fiducie. Ma cliente n'a pas simplement été généreuse, a-t-il dit. Elle a été trompée. Son soutien financier a été utilisé pour maintenir une dette à laquelle elle n'a pas consenti et pour financer des actifs dont elle a été délibérément exclue. L'avocat de la défense, un homme nommé Carmichael avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, s'est levé avec aisance. Votre honneur, il s'agit d'un tragique malentendu entre membres d'une même famille. Aucun crime n'était intentionnel ici, seulement une mauvaise communication et de bonnes intentions qui ont mal tourné. La juge Martinez a haussé un sourcil. Je serai le juge des intentions, maître. Poursuivez. La première heure s'est écoulée dans un tourbillon de chiffres et de paperasse. Chaque document que j'avais jamais signé par obligation, maintenant projeté sur un écran de salle d'audience, reçu, virement bancaire, échange de courriels qui se lisaient comme des confessions. Chacun était une miette de pain menant à une vérité que je connaissais déjà. Quand ce fut au tour de maman de témoigner, elle s'est avancée à la barre avec une lente dignité, le menton levé, les larmes soigneusement chronométrées. Madame Donovan, a dit Michael, vous avez autorisé l'utilisation des fonds de votre fille pour les dépenses de votre ménage, n'est-ce pas? Je l'ai fait,
a-t-elle dit doucement, mais seulement parce que nous avions des difficultés. Elle a offert d'aider. Et lorsque vous avez contracté le prêt sur valeur domiciliaire? Elle a hésité. C'était pour sauver la maison. Pour la famille. Michael a hoché la tête, tournant une page. Vous avez dit à votre avocat l'année dernière que votre fille Sophie y vivait à plein temps. Était-ce vrai? La voix de maman a vacillé. Pas techniquement. Pas techniquement, a-t-il répété. Mais vous avez signé sous serment. Car Michael est intervenu. Objection. Harcèlement. Rejeté, a dit la juge. Répondez à la question, Madame Donovan. Les mains de maman tremblaient. Je voulais juste protéger notre maison. La voix de Michael était stable. En transférant la propriété dans une fiducie qui excluait la fille qui la payait. Les yeux de maman se sont tournés vers moi, désespérés. Elle avait sa propre vie, son propre appartement. Elle n'avait pas besoin de la maison. Les mots ont frappé comme une gifle. Je l'ai regardée, me demandant si elle pouvait s'entendre. La même femme qui m'avait appris que l'amour signifiait donner, admettait maintenant qu'elle avait pris parce qu'elle pensait que je n'en avais pas besoin. Michael a hoché la tête, calme comme toujours. Pas d'autres questions. Quand Sophie a pris la barre, elle avait l'air fragile dans sa robe marine, les yeux cerclés de rouge. Mademoiselle Donovan, commença Michael, vous avez co-signé le prêt, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête. Papa me l'a demandé. Il a dit que c'était une formalité. Et vous compreniez que les fonds de votre sœur étaient utilisés pour rembourser ce prêt? Elle s'est arrêtée, s'essuyant les yeux. Je n'y ai pas pensé. Michael a laissé le silence s'installer. Mais vous avez signé des documents affirmant contribuer financièrement. Je pensais que ça aiderait, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas les décevoir. Ne pas vouloir les décevoir, a-t-il répété doucement, même si cela signifiait trahir la personne qui vous maintenait tous les deux à flot. Sophie a fondu en larmes. La juge Martinez a regardé tranquillement, prenant des notes. Ensuite, c'était papa. Son témoignage a été le plus difficile à écouter, non pas parce qu'il a menti, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Monsieur Donovan, a dit Michael doucement, saviez-vous que votre femme et votre fille utilisaient les fonds de Claire pour garantir ce prêt? Papa a hésité, puis a hoché la tête. Oui. Avez-vous informé Claire? Non. Pourquoi pas? Sa voix s'est brisée. Parce qu'elle aurait dit non. Michael s'est adossé. Donc vous saviez que c'était mal. Je savais que c'était nécessaire, a murmuré papa. La juge a griffonné quelque chose. Pour la première fois de la matinée, je l'ai vu froncer les sourcils. Après une brève suspension, Michael m'a appelé à la barre. Mes paumes étaient moites, mais ma voix était stable. Mademoiselle Donovan, a-t-il dit, pourquoi avez-vous intenté cette action en justice? J'ai regardé ma famille avant de répondre. Parce que l'amour ne devrait pas signifier la faillite. Parce que le silence n'est pas la loyauté, c'est la reddition. Il a hoché la tête. Avez-vous jamais eu l'intention de récupérer l'argent? Je voulais juste la vérité, ai-je dit. Mais la vérité a toujours un prix. Car Michael s'est levé pour le contre-interrogatoire. Mademoiselle Donovan, vous décririez-vous comme étant proche de votre famille? Autrefois, ai-je dit. Avant de réaliser que la proximité était conditionnelle. Il a souri finement. Et pourtant, vous continuiez à leur donner de l'argent. Cela n'implique-t-il pas un consentement? J'ai rencontré son regard. Cela implique la confiance. Ils l'ont utilisé comme une arme. Car Michael a hésité, cherchant ses appuis. Donc, il s'agit de punition? Non, ai-je dit d'un ton égal. Il s'agit de limites. Celles qu'ils n'ont jamais respectées. Même le stylo de la juge s'est arrêté un instant. Lorsque les témoignages se sont terminés, la salle d'audience semblait épuisée. L'air était épais de tout ce qui n'avait pas été dit, les années de manipulation, la culpabilité, les excuses silencieuses qui n'étaient jamais venues. La juge Martinez a croisé les mains. J'ai examiné les preuves. Il est clair que cette famille a été empêtrée dans une tromperie financière qui allait bien au-delà d'un malentendu. Elle a regardé maman, puis Sophie. Vous avez accepté un soutien financier sous de faux prétextes, dissimulé des dettes et transféré des biens sans divulgation. Les lèvres de maman tremblaient.
Sophie avait l'air sur le point de disparaître. Le tribunal se prononce en faveur de la plaignante, a déclaré la juge. Mademoiselle Donovan, vous obtenez 75 000 $ en restitution et frais de justice. Et l'acte de propriété de la maison doit être restauré sous votre seule propriété. Les mots ont résonné dans mes oreilles, stable et définitif. Restitution. Propriété. Vérité. Maman a eu un léger hoquet. Sophie s'est couvert le visage. Papa a fixé le sol. Je n'ai pas souri. Je ne me sentais pas victorieuse. Ce que je sentais, c'était de l'air, pur, froid, plein d'espace là où la culpabilité avait l'habitude de vivre. Quand nous avons quitté la salle d'audience, des journalistes se sont pressés sur les marches, criant des questions. Michael m'a guidé à travers eux, sa main stable sur mon bras. Un journaliste a crié, « Claire, avez-vous une déclaration pour votre famille ?» Je me suis arrêté une seconde, je me suis tourné vers les flashs des appareils photo. J'espère qu'ils apprendront ce que j'ai appris, ai-je dit. Que la paix construite sur des mensonges ne dure pas. Michael s'est penché près de moi. Ce sera dans tous les titres demain. Je sais, ai-je dit. Et ça me va. Le temps d'arriver à ma voiture, le ciel s'était éclairci. La lumière du soleil se déversait sur le pavé mouillé, se reflétant sur les flaques comme des miroirs. Mon téléphone a vibré. Un texto de tante Hélène, ton père a laissé autre chose dans le coffre de la banque. Viens me voir. J'ai fixé le message, puis j'ai regardé le palais de justice. Le bâtiment se dressait, grand et gris derrière moi, ses marches brillant comme de la pierre neuve après la pluie. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la réparatrice de la famille ou la fille oubliée. Je me sentais comme la femme qui avait enfin dit la vérité et y avait survécu. Tante Hélène vivait dans un quartier calme près du Hall Mill District de Bend, dans une petite maison blanche aux volets bleus qui sentait toujours le cèdre et le café. Quand je suis entré dans son allée, la lumière de fin d'après-midi était chaude et douce, filtrant à travers les arbres comme quelque chose d'un souvenir que j'avais oublié de regretter. Elle m'a accueilli à la porte avant que je puisse frapper. « Tu as l'air plus mince », a-t-elle dit, me serrant dans une étreinte qui a duré une seconde de trop. « Je me sens plus légère », ai-je dit. Ce n'est pas la même chose, mais presque. Elle a souri. Tu as toujours porté le poids des autres. À l'intérieur, son salon était soigné mais habité, des étagères de vieux livres, des photos de famille d'une époque avant que les choses ne se compliquent. J'ai remarqué une photo encadrée de mon père jeune homme en uniforme, souriant comme quelqu'un qui n'avait pas encore appris à briser ce qu'il aimait. Hélène a fait un geste vers la table de la cuisine. C'est là, a-t-elle dit. Ce que ton père t'a laissé. Une petite boîte ignifugée était posée au centre, du genre que l'on s'attend à trouver dans un bureau d'avocat ou un coffre de banque. Elle m'a tendu la clé. Il m'a demandé de la garder il y a des années. Il a dit que c'était pour quand Claire aurait besoin de connaître la vérité. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai pensé que ce devait être ton choix. Ma gorge s'est serrée. Quand te l'a-t-il donné? L'été 2022. Juste avant le divorce de Sophie. Elle a versé du café pour nous deux, puis s'est assise en face de la table. Il avait l'air fatigué, comme s'il portait quelque chose de plus lourd que la culpabilité. J'ai fixé la boîte. Tu n'as vraiment pas jeté un œil. Elle a souri faiblement. J'ai été tenté. Mais non. Je me suis dit que ce qui était à l'intérieur te trouverait le moment venu. J'ai tourné la clé. La serrure s'est ouverte avec un doux soupir métallique. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes soigneusement empilées, un carnet en cuir et une clé USB. La première enveloppe portait l'écriture de papa, pour Claire. Je l'ai ouverte lentement, dépliant une lettre écrite d'une écriture irrégulière qui vient de mains tremblantes. Claire? Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire moi-même. Tu as toujours été la forte, celle qui nous sauvait quand nous ne le méritions pas. Ta mère et moi avons fait des erreurs, de grosses erreurs, et je ne suis même pas sûr de comprendre pourquoi nous les avons faites. Peut-être par orgueil, peut-être par peur. Mais je sais que tu as porté le fardeau de chaque mauvaise décision que nous avons prise. Il y a un deuxième compte à la First Ben Savings à ton nom. Je l'ai ouvert il y a des années après avoir réalisé à quel point tu te sacrifiais. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. Réel, honnête, mérité. Sans condition. Considérez cela comme un début vers quelque chose de mieux que tout ça. Je suis désolé pour ce que nous avons fait,
pour ce que je n'ai pas arrêté, pour t'avoir regardé te noyer au nom de la famille. Papa. Je l'ai lu 2 fois avant de réaliser que je pleurais, le genre de pleurs silencieux qui ne ressemble pas au chagrin mais au soulagement. Hélène a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Ce n'était pas un homme cruel, Claire. Juste un homme faible. Je sais, ai-je murmuré. C'est la partie qui fait le plus mal. Le carnet en cuir était le suivant. Il était rempli de notes financières, de relevés bancaires et de pensées griffonnées, sa propre version de confession. Il a tout documenté, le plan de refinancement, la façon dont maman l'avait convaincu que c'était, temporaire, la lente glissade de la justification à la tromperie. Et puis j'ai trouvé autre chose, une impression d'un courriel daté de 3 semaines avant le mariage de Sophie. Il était de maman à leur avocat, finaliser les documents de la fiducie avant la cérémonie. Nous annoncerons le transfert après le nouvel an. Claire ne s'y opposera pas. Elle ne le fait jamais. Hélène s'est penchée en avant alors que je le lisais à voix haute. Elle a vraiment écrit ça? J'ai hoché la tête. Elle n'a jamais pensé que je me défendrais. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai regardé les pages, puis je les regardais. Rien de légal. Le tribunal a fait son travail. Ça c'est juste la preuve que je n'étais pas folle. Elle a souri doucement. Parfois, c'est tout ce qu'est vraiment la justice. Être cru. Nous sommes restés là un moment en silence, la fin d'après-midi se transformant en lumière ambrée. Finalement, Hélène a dit, il t'a laissé autre chose. Elle a montré la clé USB. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus, mais il a dit que ça t'aiderait à comprendre. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable. Un fichier vidéo est apparu, daté du 28 décembre 2024, 3 jours avant le mariage de Sophie. Quand j'ai appuyé sur lecture, le visage de mon père a rempli l'écran. Il était assis dans son atelier, portant cette vieille chemise à carreaux que je lui volais quand je rentrais à la maison. « Salut, Claire », a-t-il dit en souriant maladroitement. « Si tu vois ça, c'est probablement parce que les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Je voulais t'expliquer quelques trucs avant que tu ne les entendes de tout le monde. » Il a soupiré, se frottant le front. « Ta mère prévoyait de transférer la maison à Sophie depuis des mois. J'ai essayé de l'arrêter, mais je ne me suis pas assez battu. Tu me connais, le conflit n'a jamais été ma force. » Il a levé les yeux vers la caméra, vitreux. « Mais je veux que tu saches quelque chose. Je ne t'ai jamais considéré comme la responsable. Tu étais le cœur de cette famille, même quand nous ne le méritions pas. Si nous te perdons, c'est de ma faute. » Il a fait une pause, avalant difficilement. « J'ai ouvert ce compte parce que je voulais que tu aies quelque chose qui t'appartienne vraiment. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Peut-être qu'un jour tu nous pardonneras, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vivras libre de nous. Ne laisse pas nos erreurs devenir ton héritage. » La vidéo s'est terminée là, juste une image fixe de lui assis dans cet atelier silencieux, entouré d'outils, de sueur et de regrets. Les yeux d'Hélène étaient humides quand j'ai levé les yeux. « Il le pensait, tu sais. »« Je pense que oui, » ai-je dit. Nous sommes restés en silence un moment. L'horloge tic-taquait doucement dans le coin, le genre de son qui me rendait habituellement anxieuse, mais maintenant il semblait stable, comme quelque chose qui avançait au lieu de tourner en rond. Quand j'ai finalement quitté la maison d'Hélène, le crépuscule s'était installé sur les arbres. L'air était vif, le ciel strié d'orange déclinant. Elle m'a accompagné jusqu'à la porte et m'a de nouveau serré dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait ?» a-t-elle dit. « Parfois, je n'en ai pas l'impression. »« Alors ça veut dire que tu l'as vraiment fait ?» a-t-elle dit en souriant. La bonne chose à faire ne semble jamais facile. Sur le chemin du retour à Portland, j'ai pensé à cette vidéo, à la façon dont mon père regardait la caméra comme s'il parlait à un fantôme. J'ai réalisé qu'il ne s'était pas confessé pour soulager sa conscience, il me donnait la permission d'arrêter de porter la leur. Quand je suis rentré, je me suis connecté à la banque qu'il avait mentionnée. Le compte était réel, petit mais intact. Il ne s'agissait pas de l'argent, c'était la preuve qu'il m'avait vu. Peut-être trop tard, mais quand même. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans me réveiller à 3 heures du matin, en pensant à ce que je devais à quelqu'un. Le lendemain matin, j'ai appelé Michael pour lui parler de la boîte. Il a écouté tranquillement. « Vous n'êtes pas obligé de partager quoi que ce soit, » a-t-il dit. « L'affaire est close. »« Je sais, ai-je dit.
Mais peut-être qu'il ne s'agit pas d'obligation. Il a hésité. Vous pensez à leur dire? Pas à maman, pas encore. Mais Sophie mérite de savoir la vérité. La vraie vérité, pas seulement les gros titres. Il a soupiré. Vous êtes plus courageuse que moi. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que j'ai juste enfin fini d'avoir peur de ce que coûte l'honnêteté. Après avoir raccroché, j'ai écrit une lettre à Sophie. Je ne l'ai pas défendue, et je ne l'ai pas condamnée. Je lui ai juste dit ce que papa avait dit, que l'amour sans respect et du contrôle et qu'elle méritait de construire quelque chose de mieux que ce dont nous avions hérité. J'ai glissé une copie de sa note à l'intérieur et je l'ai postée à son appartement. Le soir venu, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Pas la victoire, pas le pardon exactement, mais une paix en forme de distance. Pour une fois, je ne maintenais pas la famille ensemble. Je la laissais s'effondrer comme elle devait le faire, pour que nous puissions tous recommencer, séparément, honnêtement. Un an plus tard, je me suis réveillé au son de la pluie contre les fenêtres, le genre de pluie douce et rythmée que Portland fait le mieux. L'horloge de ma table de chevet indiquait 8 heures. C'était le jour de l'an. L'ironie ne m'a pas échappé. L'année dernière à la même époque, ma famille célébrait le mariage de Sophie, et j'étais seul à la maison, me sentant comme la fille jetable. Maintenant, la maison qui était autrefois leur trophée était tranquillement à mon nom, et pour la première fois de ma vie, je ne devais rien à personne. L'air sentait légèrement le café et le cèdre de la bougie qui brûlait dans la cuisine. J'ai marché pieds nus sur les planchers de bois franc que j'avais moi-même refait au printemps dernier. Les murs étaient plus clairs maintenant, plus jaunis par le vieux goût de ma mère mais peints d'un blanc chaud, propre et ouvert. J'avais vendu la moitié des meubles, donné le reste. La maison ressemblait enfin à celle de quelqu'un qui avait cessé de s'excuser de prendre de la place. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une petite pile de courriers. La première enveloppe provenait des services familiaux du comté de Jefferson, une mise à jour sur l'affaire de garde de Sophie. J'étais devenu le contact d'urgence pour Emma et Lucas après la maladie inattendue de leur père l'automne dernier. La lettre disait que les deux enfants s'épanouissaient à l'école et que Sophie avait terminé son programme de sobriété. Je l'ai posé délicatement, un petit soulagement silencieux réchauffant ma poitrine. J'ai versé du café et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la pluie couler sur la vitre. Une seule notification de texto brillait sur mon téléphone, « Bonne année, Claire. Merci pour la lettre. Je vais mieux. Les enfants s'ennuient de toi. » Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas non plus le pardon. C'était quelque chose entre les deux, une trêve, peut-être. Et c'était suffisant. À 9 heures, j'étais déjà habillé pour mon service à l'organisation à but non lucratif du centre-ville. Après tout ce qui s'était passé, j'avais commencé à faire du bénévolat pour la Portland Financial Justice Initiative, un petit programme qui aidait les adultes à se remettre de l'abus financier familial. J'y avais parlé une fois, pensant que ce ne serait qu'une seule fois. Mais quand j'ai vu les visages dans le public, des hommes et des femmes qui avaient été vidés par leurs propres parents, je n'ai pas pu m'en aller. En quelques mois, ils m'avaient offert un poste à temps partiel de coordinatrice d'atelier de rétablissement. C'était le genre de travail qui vous guérissait pendant que vous aidiez les autres. Le bureau était calme quand je suis arrivé. Quelques collègues m'ont salué alors que je me glissais dans la salle de conférence où un nouveau groupe de soutien commençait. 20 personnes étaient assises en cercle, serrant des tasses de café et des carnets. Certains avaient l'air en colère, d'autres vides. Je me reconnaissais en chacun d'eux. Je me suis levé, j'ai souri doucement et j'ai commencé. Je m'appelle Claire. Je pensais qu'aider signifiait donner jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Mais la vérité, c'est que l'amour sans limite devient une permission. Et quand on arrête d'être la banque de la famille, on recommence à être une personne. Quelques personnes ont hoché la tête. Une femme s'est essuyé les yeux. J'ai continué, racontant des bribes de mon histoire, pas la version des tabloïds, pas le drame du tribunal, mais la vérité tranquille sur la culpabilité, la loyauté et le courage qu'il faut pour se choisir soi-même. Quand j'ai fini, un homme de l'autre côté du cercle a levé la main. Alors, qu'est-il arrivé à votre famille, a-t-il demandé. J'ai souri faiblement. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens. Et j'ai appris à vivre sans leur approbation. La pièce est restée silencieuse un instant, puis un léger rire a parcouru le groupe. C'était le genre de rire qui disait « Nous comprenons ». Après la séance, alors que je rangeais mes affaires, une voix familière a parlé depuis l'embrasure de la porte.
C'était magnifique. Je me suis retourné pour voir Michael appuyé contre le cadre, tenant 2 tasses de café. Il avait l'air différent, détendu, moins comme un homme portant les secrets des autres pour vivre. Je ne m'attendais pas à te voir ici, ai-je dit en souriant. Il m'a tendu une tasse. J'avais une réunion à proximité. J'ai pensé que je passerais voir ma cliente préférée. J'ai pris une gorgée. Tu es en retard pour ce titre. J'ai pris ma retraite du drame il y a un moment. Il a souri. Je le croirai quand j'arrêterai de recevoir des alertes d'actualité sur tes citations dans des articles de plaidoyer. Je ne dis oui qu'à ceux qui ne posent pas de questions sur ma mère, ai-je dit. Il a hoché la tête avec approbation. Progrès. Nous sommes sortis ensemble, la ville encore humide de la pluie du matin. Il a regardé le ciel, puis moi. As-tu déjà pensé à ce qui vient après tout ça? J'y ai réfléchi. Je pensais que après les signifiait les réparer, prouver quelque chose. Maintenant, je pense que ça signifie juste la paix. Il a souri. La paix te va bien. À midi, les nuages avaient commencé à se dissiper. La lumière du soleil se déversait à travers le gris, éclaircissant les rues, faisant tout briller. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la radio éteinte, laissant le silence remplir la voiture. Quand je suis entré dans l'allée, une petite berline bleue était garée au bord du trottoir. Pendant un instant, je me suis figé. Puis je l'ai vue. Sophie. Elle se tenait sous le crachin, tenant une boîte en carton. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, plus âgée aussi, mais ses yeux étaient stables. « Salut », a-t-elle dit doucement quand je suis sorti. « Salut », ai-je répondu. « Je ne voulais pas venir à l'improviste », a-t-elle dit, jetant un coup d'œil vers le porche, mais je me suis dit que tu serais à la maison aujourd'hui. « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?» Elle a baissé les yeux, puis me l'a tendu. « Les affaires de papa. Je les ai trouvées quand maman a emménagé dans son nouvel appartement. Il y a des trucs de la maison, de vieilles photos, la montre que tu lui as donnée. » J'ai pris la boîte. « Merci. » Nous sommes restés là en silence, la pluie nous enveloppant. Finalement, elle a dit, « J'ai vu ton interview le mois dernier, celle sur le rétablissement financier. » Oh. Tu as dit quelque chose sur le fait que les limites sont une forme d'amour. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais, elle a levé les yeux, vitreux. Je pense que je comprends maintenant. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Elle a pris une inspiration. Je suis désolé, Claire. Pour tout. Pour ce que j'ai signé, pour ce que je n'ai pas arrêté, pour avoir fait semblant de ne pas savoir. Les mots sont sortis lentement, fragiles, mais réels. J'ai expiré, longuement et régulièrement. Je sais, ai-je dit. Et je te crois. Nous sommes restés là un moment, 2 sœurs sous la pluie, les fantômes de nos anciennes vies s'estompant enfin en arrière-plan. Quand elle est partie, j'ai porté la boîte à l'intérieur et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, sous les photos et les lettres, se trouvait la vieille montre de poche de papa, qui tic-taquait encore. C'était comme un petit miracle, d'entendre le temps continuer à passer même après que tout se soit arrêté. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre avec un verre de vin, regardant les lumières du quartier scintiller à travers le crachin. La maison était silencieuse, mais pas solitaire. Juste vivante. Sur la table à côté de moi se trouvait une pile de lettres de femmes du programme, des remerciements, des histoires, des confessions. L'une disait, « Vous m'avez aidé à réaliser que je ne suis pas le problème en disant non. Je suis la raison pour laquelle je peux recommencer. » J'ai souri, je l'ai plié soigneusement et je l'ai ajouté à la pile grandissante. Quelque part dehors, les feux d'artifice ont commencé tôt, des éclats de couleurs vives se reflétant sur la rue mouillée. J'ai pensé à la fille que j'étais, assise seule le dernier réveillon du Nouvel An, attendant un appel qui ne viendrait jamais. Elle avait été blessée, invisible, désespérée d'être aimée comme elle aimait les autres. Je voulais lui dire quelque chose maintenant, qu'un jour, elle se réveillerait et n'aurait besoin de la permission de personne pour se sentir digne. Je me suis levé, j'ai levé mon verre à la fenêtre et j'ai murmuré, aux fins qui se transforment en commencement. La pluie s'est calmée. La ville brillait. Mon reflet dans la vitre avait l'air calme, presque inconnu. Et quelque part au fond de moi, je l'ai enfin cru. La paix n'était pas quelque chose que l'on trouvait chez les autres. C'était quelque chose que l'on construisait, une limite à la fois.
Si vous avez déjà été celle qui a donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, j'espère que mon histoire vous rappelle que l'amour ne signifie pas la reddition. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu cela, si vous avez dû vous choisir après une vie de don. Et si c'est le cas, j'espère que vous aimerez, partagerez ou vous abonnerez pour que quelqu'un d'autre puisse peut-être retrouver son chemin vers lui-même. Parce que parfois, la vengeance la plus vraie n'est pas la colère. C'est la paix.